Nous allons aborder un sujet très important, à savoir les données. Vrai sujet dans le monde entier, mais notamment en Afrique. Et nous allons voir en quoi ces données, on a pris une petite allégorie, c'est un peu le nouvel or noir du continent. Je vous propose d'abord de faire un petit rapide tour de table et que chacun de nos intervenants se présente. Alors vous avez droit à 30 secondes chacun, donc c'est juste qui vous êtes, quelle institution vous représentez, et après nous commençons les débats. Vous avez un micro au milieu ici. Francis, allez, et puis après on fait la lignée. Bonjour mesdames, messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc Francis Meston, et je suis directeur général pour Atos de la région Afrique, Moyen-Orient et Turquie. Merci Francis. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, Pascal Buffard, je suis directeur chez AXA, où j'ai eu de nombreuses fonctions autour de la transformation des systèmes d'information et des systèmes d'information. Et j'ai également été président du SIGREF pendant 5 ans et je suis désormais vice-président du SIGREF. Merci Pascal. Bonjour à tous, Youssef Akalal, directeur général de SAS pour l'Afrique du Nord, Ouest et Centrale. Bonjour à tous, Mohamed Saad, directeur système d'information de la Bourse de Casablanca, mais j'interviens avec une casquette du président de l'OSIM. Qui est le SIGREF marocain. Qui est le SIGREF marocain. Tout à fait. Voilà. Bonjour à tous, Patrick Amouzou, je suis avocat, je travaille au cabinet Hoche, je suis l'associé en charge du département digital et industrie. Merci à vous cinq. Nos amis de CIOMAG nous avaient proposé une allégorie, j'ai repris l'image, qui était la data, est-ce que c'est pas le nouvel or noir de l'Afrique? Donc quand on parle d'or noir, il y a 3 grandes questions. Quel est le prix du baril? Et on voit qu'il est fluctuant, donc c'est la question de la valeur. C'est bien d'avoir du pétrole, mais il faut aussi des gens qui aillent chercher ce pétrole, donc qui vont creuser des trous et autres. Donc quels sont ces enablers, au-delà des pelles et des seaux, pour aller big data? Et puis, quand on parle d'or noir, il y a après tous les débats sur la pollution, donc ça c'est plus actualité. Pareil, sur les data, quel est le bon équilibre entre les data qui aident au développement et puis les questions en termes de sécurité, de données personnelles et autres qu'on peut se poser sur les données. Donc tout d'abord, je vous propose de commencer par la valeur autour des données, donc commencer par le cœur du sujet, et de savoir un petit peu pour vous quels sont les grands usages de la donnée, du big data, quand on parle en Afrique, quels sont les grands secteurs qui sont consommateurs de ces nouveaux usages de la donnée. Alors, je vais peut-être commencer par Mohamed, parce que vous avez une vision qui est celle de l'ensemble des acteurs marocains. Donc, quand on regarde le Maroc, on peut aller au-delà, mais le cas marocain, aujourd'hui, qui utilise la data? Quels sont les grands secteurs qui sont friands de ces usages? Alors aujourd'hui au Maroc, alors déjà l'OSIM c'est 80 adhérents, c'est 200 000 utilisateurs. Et sur la base des différentes études et livres blancs que nous avons élaborés au sein de l'OSIM, aujourd'hui le secteur de la finance se met en pole position pour la simple raison qu'il y a, on va dire, des opportunités à tirer de la connaissance de ces data et de la maîtrise de la data. Donc éventuellement les banques sont très friandes de la big data, enfin pour connaître un peu plus leurs clients, pour leur proposer des services qui cadrent avec leurs besoins. Donc voilà, donc opportunité d'affaires, mais aussi pour la maîtrise des risques. Enfin, pour les 3-4 premières banques au Maroc, elles sont sur des projets de big data et de data lab pour la maîtrise des risques. Les compagnies d'assurance sont aussi très utilisatrices des technologies autour de la data pour la simple raison que éventuellement, quand on maîtrise la data sur son client, on maîtrise mieux le risque associé à ce client, la sinistralité du client, mais éventuellement pour tout ce qui est maîtrise de la prime à émettre et à mettre à côté de toute garantie ou tout service. Donc le secteur financier se met en pole position en termes de technologie autour de la data. Très bien, c'est un vrai secteur clé. Francis, ta vision de... Donc je vais commencer par une vision un peu macroéconomique, oui. Quand on parle de données en tant que nouvel or noir. En fait, c'est effectivement le nouvel or noir parce que l'on est passé d'un monde où la puissance est déterminée par l'énergie à un monde où la puissance est déterminée par la donnée. Quelques exemples. La capitalisation boursière des grandes Internet, les Google et Amazon, c'est de l'ordre de 1000 milliards de dollars.
Considérez la capitalisation boursière du numéro 1 du pétrole, Exxon, c'est 300 milliards. Et les grands industriels, on est à 60 ou 70 milliards. Donc les grands de la donnée, c'est 15 fois plus que les grands industriels et 3 fois plus que le plus grand du pétrole. Alors ensuite, si on regarde la capitalisation des grands de la donnée, on va arriver à peu près à 8 000 milliards. Donc on pourrait dire la valeur du baril, voilà, c'est 8 000 milliards de dollars. C'est la valeur de la donnée. Ce qui est interpellant, c'est que sur ces 8 000 milliards, il y en a 4 à 5 000 qui sont aux États-Unis, 2 000 qui sont en Chine, et puis il en reste une maigre part, 1 000 pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc il y a vraiment un enjeu d'aller chercher cette valeur. Il y a une deuxième façon de regarder la valeur, c'est de la regarder au niveau du PIB. On considère qu'au niveau mondial, le poids de l'Internet, c'est 25% du PIB mondial. Le PIB mondial, c'est 80 000 milliards, 25%, ça fait 20 000 milliards. Donc Jean-Michel, ça fait un bon montant quand même. 20 000 milliards. En Afrique, c'est de l'ordre de 7%. Donc vous voyez, on voit l'enjeu. 7% à 25%, de l'ordre de 20%, 3 000 milliards. Il y a 600 milliards à aller chercher. Effectivement, on a parlé de plateforme, on a parlé de coopération. Effectivement, c'est tellement gros que c'est attaqué de façon intégrée au niveau régional, au niveau multi-régional. Je voudrais dire que cette valeur, elle va encore exploser. Vous savez qu'en 2015, le monde a créé plus de valeur, plus de données que dans toute son histoire. On estime que l'intelligence fiatos, que l'intelligence artificielle, ça représentera 15% du PIB mondial en 2030. Donc les 25% du PIB vont continuer à grandir. Donc la question suivante, c'est quels sont les secteurs les plus friands? C'est tous, il n'y en a pas un qui n'est pas friand. Il suffit de regarder la chaîne de valeur de n'importe quelle industrie. Je pense à l'assurance, par exemple, avec Pascal qui est près de moi. Il n'y a pas un secteur qui peut capitaliser sur la valeur de la donnée, et encore plus demain avec l'IoT, donc l'Internet des objets, qui va donner une vue granulaire en temps réel de toute entreprise, de toute organisation, plutôt qu'une vue mensuelle de reporting. Donc, tu nous fais rêver avec ces chiffres, en tout cas. 8 000 milliards, 20 000... J'ignorais que j'avais posé une question à 30 000 milliards. Youssef, quelques éléments complémentaires sur les secteurs friands? Tout d'abord, j'étais en train de regarder ma montre connectée tout à l'heure et j'ai reçu un message ou même plusieurs. Il y a des gens dans la salle qui commencent déjà à poster un certain nombre de choses sur les réseaux sociaux et qui contribuent à cette révolution, à cette croissance exponentielle de la donnée. Déjà en introduction, avant c'était l'humain qui était à l'origine de cette création de données. Aujourd'hui, c'est aussi les objets connectés. Donc ça explique cette démultiplication, le fait que ça croît de manière exponentielle. Un chiffre très parlant, je pense que vous avez dû regarder ça dans les études. Sur les 2 dernières années seulement, sur 2 ans seulement, il y a eu plus de données qui ont été créées et générées que sur toutes les années qui précèdent. Donc on est vraiment dans une dynamique où il y a une véritable révolution de la donnée. Donc pour rejoindre maintenant la question sur quels sont les secteurs qui sont le plus friands ou utilisateurs de cette donnée-là, générateurs et utilisateurs de cette donnée-là, je suis d'accord avec mes amis panélistes. Il y a historiquement le secteur des télécommunications typiquement, où la donnée est partie intrinsèque du business des opérateurs, les banques et les assurances également, effectivement, qui ont besoin, comme vous l'avez dit sans vous répéter, non seulement de mieux analyser, segmenter leurs clients dans un objectif commercial marketing, mais aussi pour une meilleure gestion des risques et aussi par rapport à tout ce qui est, mise en conformité par rapport à toutes les normes aujourd'hui qui leur sont imposées dans les secteurs par les banques centrales, par les organismes internationaux de type IFRS et autres. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est au-delà du secteur des services financiers et des télécoms. Si on assiste aujourd'hui à une véritable révolution de la donnée, une multiplication de cette donnée-là et de ses besoins d'analyse, c'est parce que la donnée se vulgarise et se généralise. Doucement mais sûrement, je dirais, et beaucoup moins doucement qu'on pourrait le penser. Quelques exemples qui sortent des sentiers battus. Ça fait une quinzaine d'années. Le secteur de l'énergie et des utilities, d'électricité typiquement,
brasser un volume important de données. Maintenant, ils en ont beaucoup plus et ils ont un vrai besoin pour des applications et des besoins très pratiques, très importants, très vitaux pour leur entreprise de les gérer. Concrètement, par exemple, quand on est producteur ou distributeur d'électricité dans un des pays en Afrique, on a besoin de faire de manière précise un process de forecasting d'énergie. La prédiction et la prévision de la demande et de la production d'énergie est essentielle. Il ne faut pas produire plus ni moins qu'il ne faut. Si on produit moins, on a des problèmes évidents parce qu'on ne permet pas aux citoyens, aux industries de s'approvisionner de cette énergie au sens propre. Et si on produit plus, il y a un surcoût qu'on devrait optimiser. On pourrait en citer des tas d'autres exemples. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà des aspects commerciaux, marketing, gagner des nouvelles parts de marché et réglementaires, la donnée permet aussi de sauver des vies aujourd'hui. L'analyse de la donnée permet aussi de sauver des vies. On parle de data for good, de la donnée pour le bien. Donc ça, c'est pour le bien de l'humanité, et c'est pas un petit mot. Des exemples importants où les outils de big data, d'analytics, de machine learning, d'intelligence artificielle ont contribué à cela. C'est quand on a, à travers le monde, malheureusement, il y en a de plus en plus, des catastrophes humanitaires. Vous avez des milliers de personnes qui sont obligées de se déplacer physiquement d'un endroit à l'autre parce qu'il y a une guerre civile ou parce qu'il y a une catastrophe naturelle, etc. Ces gens-là, les différents organismes internationaux, je dirais les ONG et autres, ont besoin de leur apporter les services, ils ont besoin de leur apporter les soins, ils ont besoin de leur apporter la nourriture. Et souvent, il est vital au sens premier du terme de pouvoir leur acheminer, par exemple, la nourriture en se basant, ça peut pas faire sourire, mais c'est le cas déjà aujourd'hui, en se basant sur de l'analyse prédictive de la donnée qui les concerne, de la donnée, je dirais, typiquement de déplacement exactement, pour arriver à optimiser le chemin pour faire aboutir ces soins ou ces denrées alimentaires dont ils ont besoin. Donc la donnée, pour finir sur ma première intervention, c'est démultipliée parce qu'elle se vulgarise aussi bien à d'autres secteurs d'activité qui n'y étaient pas aussi sensibles, mais aussi à d'autres, on parle de use case ou d'études de cas ou champs d'application qui font que l'analytique et le big data deviennent non seulement quelque chose de bien à voir, mais véritablement crucial et vital. Voilà. Merci beaucoup. Patrick, peut-être un complément sur les secteurs clés en Afrique ? Pardon, Pascal. Oui, Patrick, oui, c'est ça ? Pascal. Non, Pascal, excusez-moi. Ouais. Moi, de mon point de vue, il y a évidemment la finance, la banque, l'assurance, qui sont des consommateurs très importants d'informations, et ceci bien avant le big data. La matière première de la finance et de l'assurance, c'est l'information. Donc qu'il y ait un appétit et d'énormes opportunités autour de ce sujet du big data dans ces secteurs-là, c'est évident. Je pense qu'il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres. On assiste aujourd'hui, je dirais, à une transformation en profondeur de l'ensemble des secteurs de l'économie qui est basé sur ce management de l'information. Et donc pour revenir sur l'Afrique, je pense que c'est quand même l'objet. Je pense qu'il y a tout un ensemble de secteurs comme le transport qui devraient être fortement intéressés, comme l'agriculture, comme la santé, pour n'en citer qu'un certain nombre, sans parler même de l'éducation. Donc je crois que tous ces sujets sont là. Pour autant, est-ce qu'il y a aujourd'hui toutes les capacités pour pouvoir effectivement construire des nouveaux business models ou faire évoluer les business models existants dans tous les secteurs? Sûrement pas. D'ailleurs, juste après le déjeuner, très belle table ronde autour justement de l'agriculture et de la donnée. Patrick, cette fois-ci, pour terminer, on y arrive, pour terminer ce premier tour, votre vision, vous, des secteurs un peu clés? Oui, alors, donc, quand on parle effectivement de données et d'or noir, de quoi on parle? C'est exactement, donc la métaphore, Jean-Michel, merci encore une fois, la métaphore, c'est exactement effectivement celle du secteur minier. C'est-à-dire, les données, c'est une richesse. Donc il faut effectivement que la richesse soit disponible.
C'est la première chose. Ensuite, il faut qu'il y ait un marché. Parce que si vous avez des richesses, mais personne pour les acheter, c'est bien dommage. La valeur de vos richesses est équivalente à presque zéro. Et ensuite, il faut surtout que ces richesses soient accessibles. Et cette problématique d'accessibilité, c'est réellement au niveau juridique et économique le cœur du sujet. En fait, c'est le cœur du réacteur. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, donc, il a été dit que dans les 2 dernières années, le nombre donc, de data disponibles a doublé. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que maintenant, l'accélération des data fait que tous les 2 ans, en réalité, le nombre de données augmente et double, purement et simplement. Donc tous les 2 ans, il y a 2 fois plus de données qui sont disponibles sur Internet. Donc les données sont disponibles, elles existent. La première condition est remplie. La deuxième condition, est-ce qu'il y a un marché? Tout à l'heure, Pascal disait, oui, le domaine de la santé, le domaine de la finance, le domaine des assurances sont des domaines qui nativement sont consommateurs de données et sont des domaines qui vont être moteurs. Donc le marché existe. Par contre, l'accessibilité, c'est un peu plus compliqué. L'accessibilité, pourquoi? La première chose, c'est l'accessibilité technologique. Donc là, on a un véritable enjeu au niveau des pays africains qui est de mettre en place effectivement les infrastructures permettant d'accéder à ces données-là. Et il y a un véritable savoir-faire, en particulier en matière d'API. Hein. Donc on parle donc d'or noir, mais les API, c'est un peu les DERIC de demain, parce que c'est ce qui va permettre effectivement d'aller chercher l'information, de l'extraire et de la traiter. Si vous n'avez pas les API, vous n'accédez pas aux données, ou alors vous allez y accéder de manière parcellaire et vous n'irez pas très loin. Ensuite, on a un véritable sujet qui est un sujet juridique, qui est le sujet réglementaire. Quand on parle de big data, aujourd'hui, il y a quasiment plus de données qui ne soient pas des données personnelles. Donc, tout aujourd'hui est quasiment données personnelles. Donc, quand vous prenez un data lake, donc voilà, dans un data lake, toutes les données, en réalité, sont personnelles. Pendant longtemps, en tant que conseil, on venait me dire, mais est-ce que c'est une donnée personnelle? Aujourd'hui, la question ne se pose plus. Tout ce que vous avez dans les systèmes d'information sont des données personnelles. Et là, effectivement, c'est un nouveau, je dirais, c'est un nouveau challenge, parce que la réglementation, et j'en terminerai là, la réglementation en matière de données personnelles, vous allez le voir, c'est à la fois un outil de régulation, mais c'est surtout une arme économique. Voilà. Pourquoi est-ce que l'Europe a fait le RGPD? L'Europe a fait le RGPD parce que celui-ci a été conçu comme une arme économique. Avant le RGPD, il existait des règlements européens, il existait des directives et cela fonctionnait très très bien. Mais il a fallu avoir un outil qui serve effectivement d'arme parce que la réglementation en matière de données, la réglementation est vraiment l'outil qui va permettre de donner les permis de prospecter et les permis d'exploiter. Merci. Mohamed, il y a un sujet dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, c'est l'open data. Et je sais qu'il vous tient à cœur. Un petit mot sur ces enjeux liés à l'open data. Alors, on n'en fait pas assez. Hein. Moi-même, je suis DSI hein, depuis une vingtaine d'années. On n'en fait pas assez. L'open data, je crois que c'est un vecteur extrêmement important pour nos pays africains, mais aussi pour d'autres nations, mais surtout pour nous, parce que quand on veut développer du tourisme ou de l'enseignement ou n'importe quel secteur d'activité, il faudrait qu'on offre de la donnée aux gens. Et quand je dis gens, c'est des personnes comme vous et moi, mais c'est aussi des startups. Hein, pour développer une industrie comme de l'innovation chez les startups, il faudrait qu'on leur offre du grain à moudre. Et le grain à moudre, c'est la data. On n'en fait pas assez. C'est parce que nous sommes, on va dire, très protecteurs, conservateurs de ces données. Elle peut être publique, mais on ne veut pas la partager. Enfin, j'en discutais il y a 2 ou 3 semaines lors des assises de l'OSIM à Marrakech avec un DSI du secteur public qui me disait, moi, dans ma direction, je suis prêt à offrir ou à partager ma donnée, mais le collègue qui, lui, est le data owner, en fait, propriétaire de la donnée, lui, il ne veut pas. Ou alors, il ne serait contraint que s'il y a un texte de loi. Alors ça, en fait, l'open data, je crois qu'il y a de grands mouvements dans le monde qui défendent donc justement la mise à disposition du public de la donnée. Et c'est parce que, donc, comme je l'ai dit, forcément, il va y avoir des opportunités de développement autour de la data quand on a des projets de
voyage sur une ville quelque part dans le monde, quand vous rentrez sur un store, vous allez trouver une pléthore d'applications sur le transport, les endroits à visiter, les sites historiques à visiter. C'est parce qu'il y a de la data qui est disponible et c'est parce qu'il y a des gens qui vont développer des petites applis à quelques cents, à quelques dollars, à quelques euros et derrière, ils vont, ça va être profitable aussi bien pour ceux qui vont l'utiliser que pour ceux qui vont le développer. Donc Open Data est aujourd'hui un grand vecteur de développement de la data et de plein d'autres de secteurs d'activité. Oui, tout à fait d'accord. Quand on préparait cette table ronde, vous me disiez qu'il faut aussi regarder le poids de l'histoire pour expliquer l'enjeu de la data, la société d'information. C'est quelque part tout ce qui s'est construit depuis 20 ans, ce que vous disiez aussi là. C'est aussi la conséquence finalement de ce qu'on voit aujourd'hui autour de la data. Vous vouliez développer un petit peu ce point, le poids de l'histoire? Alors, il est important déjà de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Je vais commencer par un petit exemple assez édifiant. Il y a quelques semaines de ça, un collègue de travail qui faisait un déplacement en Amérique latine et donc comme il y a un jet lag de 6-7 heures, donc premier réflexe c'est d'aller effacer ce jet lag par un petit café. Vous savez qu'aujourd'hui les Starbucks, leur stratégie, c'est de faire de leur store le 3e lieu de vie. Derrière votre chez vous, le boulot, et puis il y a Starbucks en 3e lieu. Et donc il va chez le premier store Starbucks qu'il croise quelque part, il commande son café. Alors le barista lui pose la question classique, votre prénom, le copain répond Badr, et puis sur le gobelet, le barista inscrit Bath. Bath qui veut dire bain. Et donc il prend en photo, il en rigole, il met sur son Facebook, il l'envoie par WhatsApp. Quelques semaines plus tard, je lis un article, donc justement assez révélateur, cette histoire de déformer le prénom des gens. Alors ils savent qu'ils vont le faire et donc vous allez le partager et donc ils vont développer leur notoriété comme ça. Donc ils savent que votre café, vous allez le prendre chez le Starbucks. Et donc vous et moi, quand on va voyager quelque part, on ira boire notre café chez Starbucks. Là n'est pas l'histoire. Donc il prend son café, il est servi, il le paye, il va s'attabler, il prend sa première gorgée de café et ça a un mauvais goût. Donc ce qu'il en fait, il le prend encore en photo, il le place sur sa page Facebook et sur la fanpage Starbucks et il dit café mauvais goût. Ou alors c'est un smiley en fait qui a mauvaise humeur sur le picture, en fait sur l'image. Alors automatiquement vous avez des programmes, vous avez des démons qui tournent 24 heures sur 24 et tout le temps de Starbucks qui vont chercher tout ce qui se dit sur Starbucks sur le net. Automatiquement, l'image qui est devenue intelligible, qui n'est plus l'image à Kodak dans le temps, donc qui contient les coordonnées GPS, va monter sur les grands data centers dans le monde de Starbucks, avec le smiley qui est en mauvaise humeur, et donc traitement du langage naturel, on saura que c'est un smiley qu'on ne peut pas stocker sur une base Oracle SQL Server, mais sur du big data, on peut déchiffrer ce que le smiley veut dire. Donc, et dans coordonnées GPS, on saura que c'est le Starbucks Caracas quelque part dans le monde. Et donc c'est ce point-là qui est concerné. Et donc toute l'information en instantané, elle descend chez le baristas et le gérant du Starbucks, qui ira chercher son client, qui va demander des excuses, qui va lui changer son café et d'une manière prédictive. Et donc il cherchera quel est le problème avec la machine ou le café qui est dans la machine. Voilà quelque part ce qu'est le big data. Parce qu'on est dans l'instantanéité, dans la seconde. Nous ne sommes plus dans le data warehouse du J-1. Nous sommes dans le volume d'informations parce que vous avez 20 000 points de vente dans le monde qui vont remonter l'information dans le data center Starbucks. Et encore une fois, nous sommes sur une diversité d'informations parce qu'on a une image qui parle, un texte, un smiley qui parle, et puis aussi le volume, donc une masse d'informations énorme qui monte chez... donc voilà où est-ce qu'on en est. Maintenant, petit historique très rapidement, nous passons des ERP des années 70 au SGB des années 80, au Progis des années 90, au e-commerce des années 2000. Aujourd'hui, on est sur la data et le système d'information intramuros est révolu. Donc, système d'information, il est quelque part sur les réseaux sociaux et je suis obligé d'en tenir compte parce que c'est là où les grands enjeux en fait, d'opportunités d'affaires, de risques et de peut-être perdre sa notoriété, et ils sont de l'autre côté, ils ne sont pas dans mon SAP sur mon serveur à côté. Et ça, c'est un directeur des systèmes d'information qui le dit, donc bravo. Quand on parle de cet or noir, comment on y arrive, les moyens, dont les capacités.
les infrastructures, les algorithmes notamment. Pascal et puis Youssef aussi, j'aimerais bien que vous m'expliquiez un petit peu votre vision sur ces aspects infrastructures, algorithmes, ces capacités pour le big data. Non, avec plaisir. J'aimerais faire le lien avec tout ce qui vient d'être dit, néanmoins, hein, parce que ce qui a été dit, somme toute, c'est que la valeur venait de la donnée. Bon. Et que donc, de ce point de vue, on pourra faire le lien aussi avec tout ce qui est protection des données et mise à disposition de l'open data. C'est aussi, je dirais, un enjeu économique, parce que il faut aussi, je me mets à la place d'un pays ou d'un continent, que cette valeur, elle bénéficie aussi et beaucoup aux citoyens et aux pays en question. Donc, il faut équilibrer les choses. Maintenant, la question, je dirais, du big data d'une manière générale, les infrastructures, d'une manière générale, ne sont pas un problème, ou ne sont plus un problème. On a aujourd'hui dans le monde des puissances de calcul considérables, des capacités de stockage considérables à des prix et à des coûts qui sont tout à fait raisonnables. Le problème, c'est que ces infrastructures-là, ces data centers, ces serveurs, ces disques de stockage, eh bien, ils ne sont peut-être pas au même niveau d'accès et au même niveau de coût en Afrique. Bon, et donc du coup, je dirais, ça reste un enjeu majeur pour l'Afrique, même si dans d'autres géographies, ça l'est beaucoup moins. Ça existe, c'est relativement bon marché, c'est maîtrisé, et ça permet aussi, et parce que c'est un des enjeux, de protéger les données que vous êtes capable de capter en nombre. Dans les infrastructures, je mets, et ça a été l'objet de tout un ensemble de discussions d'ores et déjà, et c'est même fondamental, ce sont les télécommunications. Parce que l'information, il faut qu'elle soit quelque part capturée, consolidée, analysée. Et s'il n'y a aucun réseau de télécommunications où ils sont insuffisants, on a un vrai challenge. Bon. Et donc du coup, on était hier soir dans un dîner avec un certain nombre d'entre vous et le SIGREF. Bon, on a très, très clairement vu que, par exemple, le coût de l'accès à l'Internet était très différent d'un pays à l'autre. C'est aussi une chose qui est importante. Il y a une grande hétérogénéité de situations dans les différents pays d'Afrique. Et ça, il faut bien le prendre en compte. Mais néanmoins, les télécommunications, l'accès à l'Internet, pour le plus grand nombre et au plus bas coût, sont de véritables enjeux. Et je pense que ce sont en Afrique des enjeux très importants. Et on voit tout un tas de choses intéressantes, du type peut-être que les pays qui sont sur le littoral ont peut-être des coûts d'accès plus faibles que d'autres. Hein. Bon, on voit aussi que, je dirais, le taux de pénétration est sans doute beaucoup plus compliqué dans certaines géographies où il n'y a même pas les infrastructures de base. Il faut être capable d'amener l'énergie, par exemple, on disait tout à l'heure l'énergie, c'est toi qui disais, Francis, l'énergie, bon, c'est plus vraiment un enjeu économique. Enfin bon, c'est pas vrai partout. C'est pas vrai partout. C'est peut-être pas vrai complètement d'une manière générale, mais c'est pas vrai partout. Et l'énergie, amener l'énergie aux endroits où elle doit être consommée pour produire de l'énergie informationnelle, c'est un vrai sujet. Donc les télécommunications, et ce qui aujourd'hui produit le maximum de données, ce sont les usages des réseaux sociaux sur l'Internet à travers le mobile et le smartphone. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut faciliter, je crois que ce soit vraiment partie des politiques publiques, je dirais réduire sans doute les taxations sur l'usage de l'Internet, sur l'usage de l'informatique d'une manière générale, et aussi faciliter la capacité à investir dans ces technologies de manière effectivement à permettre un usage de plus en plus important de ces réseaux sociaux. De ce point de vue, on est très loin en termes de taux de pénétration en Afrique. Alors c'est très hétérogène.
Bon, l'Afrique du Nord est très présente sur les réseaux sociaux, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest un peu plus, l'Afrique du centre est moins, pour les raisons d'ailleurs que j'évoquais sans doute tout à l'heure. Donc je crois que fondamentalement, on a, je dirais, un véritable intérêt à s'intéresser à la diffusion ou à la pénétration de ces réseaux sociaux. Ça, c'est très encourageant en un sens, parce que ça va très vite, ça progresse très vite. Et donc je crois que c'est le cabinet de loi qui estimait à 660 millions, je crois, le nombre d'utilisateurs des smartphones à l'horizon 2020. Bon, avec des taux de croissance qui sont tout à fait considérables. Bon, c'est peut-être un peu beaucoup encore en Afrique à 2020. Mais... Bon, donc voilà, donc on a des taux de progression qui sont très considérables, qui sont pour autant pas homogènes partout, et qui donnent, je dirais, à penser que l'Afrique a les moyens d'avoir de l'or noir, d'avoir de l'information, d'avoir accès à cette information. Par ailleurs, elle se doit aussi de rendre cette information ouverte, mais aussi de protéger un certain nombre de ces données qui, au-delà qu'elles peuvent être privées, sont aussi des données qui représentent un enjeu économique majeur. Faute de quoi, la valeur sera capturée par, je dirais, des entreprises qui ne sont pas africaines. C'est aussi bête que ça, je pense. Tout à fait. Donc l'infrastructure, les télécoms, les data centers, les usages numériques qui doivent se développer, donc là aussi des télécommunications, de l'Internet, des réseaux sociaux. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de challenges en Afrique, même si les situations sont très hétérogènes. Il y a des taux de progression qui sont élevés, mais la question c'est d'aller vite. Je crois que, ça a été dit aussi tout à l'heure, on a une course qui est engagée, et donc il faut accélérer ces capacités d'infrastructure et ces usages qui sont créateurs de données, donc potentiellement créateurs de valeur. Alors il faut quand même beaucoup d'autres choses pour créer de la valeur. Enfin, déjà, il faut de l'information. Il y a déjà tout ça à faire, je suis d'accord. Youssef, un petit complément peut-être, notamment algorithme, un peu de soft dans ce monde de hard. Mes amis m'ont pris toutes mes idées là. Non, juste pour rejoindre ce que vous disiez, c'est vrai qu'il y a une problématique d'infrastructure. Alors, on peut tergiverser ou avoir une opinion plutôt optimiste ou pessimiste par rapport à où en est cette infrastructure nécessaire pour l'utilisation optimale du big data. C'est sûr qu'elle n'est pas la même sur les différents pays africains, mais j'aurais tendance à voir les choses de manière optimiste en disant que globalement, ce n'est presque plus une problématique. Les télécoms aidant, l'infrastructure arrive, pas à la même vitesse, mais arrive un peu partout sur le continent. Mais au-delà de cette problématique d'infrastructure, finalement, je pense qu'il y a une problématique de conduite de changement à adresser qui est extrêmement importante. Parce que le but in fine, c'est quoi? Le but in fine, c'est que un maximum d'entreprises publiques et privées et de personnes, de citoyens puissent profiter de ces technologies big data et analytiques. Et pour faire ça, il faut que, je dirais, les gouvernements, les régulateurs et aussi les professionnels, les acteurs que nous sommes de ce domaine-là contribuent. Et pour contribuer, comme tous les projets de conduite de changement, c'est la carotte et le bâton, ou le bâton qui marche bien. Je m'explique, il faut montrer aux entreprises ce qu'elles ont à gagner, il faut montrer au gouvernement ce qu'ils ont à gagner et aussi ce qu'ils ont à perdre. Quand on dit qu'à cause de... On est dans un monde globalisé, malheureusement, les mauvaises choses se globalisent aussi. Donc aujourd'hui, il y a des problématiques de cybercriminalité, mais de terrorisme international, de réseaux internationaux. Ça touche absolument tout le monde. Je pense que personne ici n'est pas sensible à ce sujet évident. Et comment on s'attaque à ça? Forcément en imposant à ces organisations au sens large, qui des fois sont encore un peu hésitantes, qui veulent un peu garder leurs données chez eux, à leur montrer que c'est leur intérêt de partager ça pour qu'ils puissent, eux, se protéger, si on parle de sujets aussi importants que la sécurité au sens large, et qui puissent, eux, également, quand on est dans une vision
un contexte plus commercial, gagner de l'argent et se développer. Juste pour continuer rapidement sur l'exemple que je prenais tout à l'heure du secteur de l'électricité et de l'énergie en général, je vais prendre deux exemples simplement. Celui-ci, c'est quoi? C'est dire, déjà se rendre compte que dans les faits aujourd'hui, les entreprises productrices d'électricité perdent plusieurs dizaines de millions d'euros par an dû à ce qu'on appelle les pertes non techniques. Les pertes non techniques, c'est dû à des éléments purement techniques, technologiques, une maintenance prédictive. On est encore dans le prédictif et dans le fait de pouvoir faire de l'analyse préventive et prédictive. Certains outils et machines qui ne tournent pas aussi bien qu'il le faut, mais aussi dû à des vols. De manière très concrète et pour simplifier, il y a beaucoup de gens et d'entreprises qui sont connectés aux producteurs d'électricité mais qui ne le payent pas parce qu'ils mettent un câble et puis ils se connectent. Ça fait perdre des dizaines de millions d'euros. Donc si vous allez vers une entreprise qui produit et distribue de l'énergie en lui expliquant qu'en mettant en place un projet de 1, 2, 3, 4, 5 millions d'euros, vous pouvez potentiellement en gagner 10 ou 20, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement pratique, pragmatique et qui parle aux décideurs. Si vous êtes en train de mettre en place, de pousser une stratégie de mise en place de la lutte anti-blanchiment, aujourd'hui toutes les banques ont besoin d'avoir un dispositif de lutte anti-blanchiment en termes d'outils, de process, etc. Mais au début les banques étaient réticentes et c'est vrai, je parle sous le contrôle de tous, même dans les pays développés, parce que ça fait du travail en plus, parce que même si c'est dans un bon esprit, il y a un coût derrière ça. Et ça c'est la partie, je dirais, bâton. Au bout d'un moment, il faut qu'elles se rendent compte que si elles font pas ça, qu'est-ce qu'elles risquent? Et c'est uniquement quand ils ont commencé à avoir des pénalités extrêmement fortes que les gens se sont mis à accélérer le déploiement de tout ça. Donc on pourrait donner encore des exemples comme ça dans tous les secteurs dont on a parlé, dans l'aérien, dans tous ces secteurs aujourd'hui qui génèrent et analysent beaucoup de données. Mais in fine, je dirais qu'en plus de l'infrastructure comme facteur catalyseur, il faut adresser cette conduite de changement en montrant aux organisations et aux personnes ce qu'elles ont à gagner et à perdre de manière extrêmement concrète et de manière précise dans leur contexte. Voilà Merci pour ces exemples, mais je voudrais qu'on reste justement sur les hommes et les femmes. Pour faire tout ça, c'est bien beau, mais il faut aussi des gens qui soient formés, il faut qu'on ait des talents, il faut qu'on ait de la formation. Francis, c'est un enjeu clé aussi, côté Big Data? Alors, je vais essayer de faire le grand écart entre les 20 000 milliards et les hommes et les femmes et les talents. Mais peut-être juste, je voudrais rebondir sur les points, sur l'énergie, sur le point de Pascal en particulier. La donnée, elle a la capacité, elle consomme de l'énergie, mais elle a une capacité incroyable à générer de l'énergie aussi. Et c'est aussi un de tes points d'ailleurs. On considère qu'en termes de production d'énergie, entre le moment où on le produit, au moment où on le distribue et le moment où on le consomme, on peut générer 30-40% d'énergie en plus à isoproduction et à iso-énergie primaire. Pourquoi? En améliorant la productivité des turbines à l'origine. Typiquement, une turbine, c'est 5000 capteurs aujourd'hui, donc c'est la maintenance préventive, etc. Ensuite, les pertes dont tu parlais, les pertes en ligne ou les vols, dans les pays les mieux équipés, c'est de l'ordre de 4 à 5%, c'est 15 à 20% en moyenne, et un certain nombre de nos clients, c'est 40%. Et puis ensuite, en gérant donc la consommation donc au point le plus près, donc en rendant l'électricité quand elle n'est pas utilisée, donc ça s'appelle l'effacement, il y a moyen encore de récupérer de l'électricité. Si bien qu'à auprès de chaque centrale de 1000 MW, il y a 300 MW à les récupérer sans aucun investissement autre que celui de la donnée. Alors bien sûr, c'est pas aussi simple que ça, parce que les données, c'est comme le pétrole, hein, je garde ton point, c'est comme le pétrole brut, c'est une masse informe noire, on ne sait pas très bien quoi en faire. La donnée toute seule, ça ne sert pas à grand chose, je crois qu'on en a parlé, donc il faut un écosystème.
Il faut un écosystème autour de cette donnée. Il faut des API pour aller chercher sur Facebook ou ailleurs. Il faut l'IoT, donc l'Internet des objets. Il faut des télécommunications, toutes sortes de télécommunications pour les objets connectés, la 4G, la 5G. Il faut de la puissance de calcul. Je vais insister là-dessus parce que il y a des domaines où il faut une puissance de calcul forte, et cette puissance de calcul forte, elle coûte cher. Notamment, je crois qu'on va parler d'agriculture cet après-midi, dans le domaine du pétrole, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la météo, il faut ce qui s'appelle des HPC, des High Power Computers. Alors on les mesure en pétaflops, en termes de puissance, mais juste pour vous dire ce que ça veut dire un peu, un pétaflop c'est 1 million de milliards d'opérations par seconde. Donc un ordinateur d'un pétaflop, il est capable de lire 1 milliard d'ouvrages de 300 pages en 1 seconde. Et l'humanité en a créé, je crois, 300 millions ou 600 millions d'ouvrages. Mais il faut quand même ce type de puissance pour être capable d'aller chercher la valeur de la donnée, en tout cas dans les domaines dont je viens de parler. D'où le besoin d'un écosystème d'ailleurs et du partage. Et puis finalement, il faut surtout des compétences pour exploiter cette donnée. Et c'est là où le parallèle peut-être s'arrête avec le pétrole ou avec l'industrie en général. Vous pensez à Airbnb, c'est le plus grand hôtelier du monde, il n'a pas un seul hôtel. Donc il n'a pas investi de capital dans ses hôtels, il a 2 millions de chambres. Prenez Uber, c'est le plus grand transporteur du monde, en tout cas au niveau terrestre, il n'y a pas de véhicule. Prenez Skype, probablement le plus grand opérateur de télécommunications du monde, en tout cas en termes de transmission de données, il n'a pas de réseau, il n'a pas investi. Par contre, ce qui a fait la différence, c'est le savoir-faire, c'est le capital humain, c'est la compétence. Et ça, c'est une différence fondamentale dans le domaine de la donnée. Et c'est pour ça qu'il y a un enjeu. Il y a un enjeu de formation, donc au niveau de la technologie, de l'informatique, des data scientists, des web designers, de la mobilité qui est clé, un enjeu qui est fort partout, en particulier en Afrique. Moi, j'avais estimé par rapport aux enjeux qu'il manquait une capacité de formation de 500 000 ingénieurs en Afrique par an. Je voudrais signaler d'autant plus qu'il y a un niveau de compétence, un niveau de talent qui est extrêmement élevé. Atos, donc on est fortement engagé sur le développement de la compétence. Aujourd'hui, nous avons plus de 2500 ingénieurs sur l'ensemble du continent, à la fois en Afrique du Nord, en Afrique du Centre et de l'Ouest et en Afrique du Sud. On a des centres de compétences télécommunications, système bancaire au Maroc par exemple, private cloud en Algérie, au Sénégal, dans le domaine en particulier d'ailleurs du big data et des télécommunications. L'ambition, c'est d'atteindre 5000 ingénieurs d'ici 2020, parce qu'on pense que c'est capital d'avoir la compétence là où cette richesse va être créée. Et il y a un potentiel donc énorme de développer les savoir-faire, développer ces savoir-faire. Je voudrais d'ailleurs noter ces talents d'ailleurs sont tellement bons, c'est qu'aujourd'hui on se bat pour qu'on ne les prenne pas. Il y a pas mal de chasseurs de tête qui en France et ailleurs ont identifié que au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Maroc, on fait monter les compétences. Et, la guerre des talents. Bien sûr, on vient les chercher. Donc il y a vraiment, avec la jeunesse africaine, il y a vraiment un enjeu, un enjeu de formation. Mohamed, si on prend le cas du Maroc, on a tous les talents ou il y a encore des vrais défis à relever sur ces questions? C'est une très grande question que cette histoire de femmes en fait et d'hommes et de jeunesse en fait. Aujourd'hui, on parle de cet or noir. Moi, je parlerai aussi de ces foreurs ou ces mineurs en fait qu'on est en train de recruter. Je parle de mon pays, qu'on est en train de recruter par centaines. Je regardais des posts de LinkedIn hier et donc il y en a comme ça 3 ou 4 qui sont programmés ce week-end-là
pour encore une fois miroiter le grand Eldorado et venir récupérer cette main-d'œuvre de 23-24 ans qui sont, on va dire, des informaticiens ou pas, en fait, des gens qui sont dans l'information. Hein. C'est des architectes, c'est des gens qui ont fait de l'IA, c'est des gens qui ont fait de la big data, des développeurs, des Java, .NET, tout ce qu'on veut. On est en train de leur miroiter les cartes de séjour et autres, hein, et les salaires en euros, hein, et de les ramener. Alors moi en fait le coup de gueule que je veux pousser, parce que des nations il faudrait les bâtir, et ils ne sont bâtis que par les femmes et les hommes. Moi en fait le coup de gueule que je veux pousser, c'est que le pétrole il existe on va dire everywhere. Le nôtre il n'est pas si noir que ça, parce que à défaut d'usines 4.0 et à défaut d'industries qui sont super smart et super digitales, à défaut d'IoT, à défaut de haut débit, etc., on est en train de construire avec les femmes et les hommes ces nations africaines qui seront à même donc justement de relever le défi de demain. Le coup de gueule que je veux pousser, c'est que cet or noir en fait qui existe ailleurs, en Europe et ailleurs, bah, on peut le transférer et le raffiner ailleurs, enfin chez nous. Chez nous, en fait, je rejoins par exemple un des projets phares qui est lancé par l'APB, c'est de former des CQP, hein, des certifiés par l'APB. L'OSIM a été invité et on y a répondu favorablement à ce programme, de former des centaines de milliers de développeurs et d'informaticiens. C'est une très bonne initiative. Il y a 4 ou 5 mois, en fait, le ministre a aussi lancé une belle initiative de former 350 000 techniciens. Pas que des ingénieurs, nous avons besoin de techniciens de Bac+2, Bac+3 qui doivent être, on va dire, ready pour action et pour le travail et le développement. Et donc ça, c'est quelque chose qui va en fait permettre encore une fois, à ce continent-là de grandir avec ces femmes et ces hommes. Et au-delà de l'aspect talent, vous pensez que le big data, c'est un élément clé pour le développement de l'Afrique? Alors, il faut le construire encore ensemble, parce que nous sommes sur des programmes, vous savez, même nos universités sont quelque part relativement assez déconnectées de la réalité. Nous, OSIM, par exemple, nous organisons une compétition inter-école d'ingénieurs autour de la blockchain, celle qui vient se terminer il y a 2 ou 3 mois, elle était autour de la blockchain, de l'intelligence artificielle. Et croyez-moi qu'on y a sorti des pépites incroyables. En fait, l'équipe qui a gagné le premier prix, elle a développé une application sur smartphone pour des personnes malvoyantes. Donc on va dire une innovation très intéressante. L'équipe a été primée, elle a été présentée lors des assises de l'OSIM. Un fonds même s'est constitué, une personne dans la salle qui veut garder l'anonymat a déjà mis un chèque pour développer cette application. Et donc vous voyez ce genre de choses avec, encore une fois, ce que disait Madame Karkari Balqaziz, présidente de l'APB. Nous, secteur privé, en fait, on est là pour justement mettre notre pierre à l'édifice et ne pas attendre l'État pour qu'elle fasse une énième réforme de l'éducation ou de l'enseignement ou des programmes ou des curriculums d'universités et d'écoles d'ingénieurs. Tout à fait. Pour les 10 dernières minutes de cette table ronde, moi je voudrais qu'on aborde 2 sujets, la cybersécurité et la protection des données, parce qu'on ne peut pas ne pas en parler quand on parle de big data. Francis, la cybersécurité, c'est un enjeu clé, j'imagine aussi, il faut être vigilant sur ces questions. Alors effectivement, Jean-Michel, tu imagines bien que les 20 000 milliards de dollars reçus suscitent quelques convoitises. Et donc il faut le protéger. Alors vous avez aussi remarqué que j'aime pas beaucoup les chiffres macro, donc je vais juste en partager 2 ou 3. Mais en gros, les coûts, les chiffres de la cybercriminalité sont gigantesques. Hein. En 2016, c'est 1,5 milliard de comptes de réseaux sociaux qui ont été piratés. Les coûts liés au ransomware, on parle maintenant en milliards de dollars par an. Donc face à ça, il faut se prémunir, et ça demande des investissements réels. Je vais partager 2 expériences avec vous, celle des Jeux Olympiques, hein, puisque Atos est le partenaire des Jeux Olympiques depuis 2000, donc on s'occupe de toute l'informatique des Jeux Olympiques, à la fois hiver et été. Et donc bien sûr, l'enjeu de cybersécurité est clé. On a demandé
aucun coureur du 100 mètres de recourir le 100 mètres parce qu'on n'avait pas pu capter les temps ou autre, mais c'est parce que donc on se protège. Et pour se protéger, donc à Rio, nous avons traité, pendant les 3 semaines des Jeux Olympiques, nous avons traité 570 millions d'événements de sécurité, liés à la sécurité. 570 millions. Ça fait 400 par seconde. À Londres, donc 4 ans avant, sur les Jeux Olympiques d'été, c'était de l'ordre de 300 millions. Donc il faut s'organiser, il faut se doter d'agences. L'autre point sur lequel, puis le second chiffre, donc c'est au niveau des entreprises, puisque nous assurons ce qu'on appelle les SOC, donc la gestion des operating centers de certaines entreprises. Une grande entreprise domaine de l'énergie qui sont particulièrement attaquées, eh bien c'est 1,5 milliard d'événements par semaine qu'il faut traiter. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a là encore, il y a des technologies, il y a des façons de faire. C'est pas une fatalité. Donc on sait le gérer, on sait l'éviter. Quelques chiffres, on estime chez Atos qu'on peut éviter 90% des attaques avec des systèmes traditionnels comme les firewalls et autres, donc en pilotant comme il faut. On va aller beaucoup plus loin d'ailleurs grâce à la donnée, parce que maintenant la nouvelle génération de ces centres opérationnels de sécurité, c'est non plus de mettre des murs les uns après les autres, parce que les cybercriminels ils finissent tous par les passer, mais c'est en permanence d'analyser la donnée pour imaginer quel type d'attaque il pourrait y avoir et de se protéger contre ce type d'attaque. Et là, c'est du big data, hein, ce sont encore des ordinateurs HPC. Finalement, le second point, c'est qu'un cybercriminel, de temps en temps, il va réussir à passer. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en moyenne, donc statistique mondiale, il faut 190 jours en moyenne à une organisation, une entreprise. On constate qu'il faut 190 jours avant de repérer l'attaque. Et ça, c'est embêtant parce que le cybercriminel, il est capable de faire beaucoup de mal. En étant équipé comme il faut, donc avec des bons systèmes de surveillance, on peut déterminer cette attaque en quelques minutes, voire quelques heures. Donc on a le temps, et puis ensuite il faut encore quelques minutes, quelques heures pour la bloquer. Donc c'est pas une fatalité. Et au-delà de la technologie dont je viens de parler, l'humain est aussi clé. L'humain soit en termes de prise de conscience, et puis soit aussi en termes de formation. Je finirai par une dernière statistique. Aujourd'hui, au niveau mondial, il manque 2 millions d'ingénieurs, de spécialistes de la sécurité compte tenu de la demande. Il y a une jeunesse formidable africaine. C'est un domaine où l'Afrique pourrait devenir un centre de compétences mondial. Voilà. Merci Francis. Pour terminer, Patrick, je pense que la question de la protection des données est une question sensible pour vous et je pense pour toute l'Afrique. Alors, la question de la protection des données, effectivement, c'est un sujet qui est éminemment sensible pour au moins 2 raisons. D'abord, parce qu'il y a des domaines dans lesquels on va toucher aux libertés individuelles. Quand on parle protection des données, on pense tout de suite à la protection de l'individu. Donc effectivement, il faut encadrer la façon dont les données sont collectées, traitées, exploitées. Là-dessus, nous avons donc différents pays qui ont mis en place ou sont en train de mettre en place en Afrique des cadres juridiques, donc des lois sur la protection des données personnelles. Ce qu'il faut juste retenir, parce que le temps est compté, quand on parle de protection des données personnelles sur le plan juridique, c'est 3 choses. La première, c'est qu'on crée des règles qui vont s'appliquer au traitement informatique, c'est-à-dire on va expliquer comment les applications doivent être conçues et opérées pour pouvoir être conformes à la loi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont les droits des personnes. On va expliquer comment est-ce qu'une personne va pouvoir avoir des droits par rapport à ces applications-là et les exercer. Par exemple, donc, je vais pouvoir me rendre auprès de mon assureur et savoir quelle information il a sur moi. Par exemple, s'il a mis un boîtier dans mon véhicule qui lui permet de suivre mes trajets, ma vitesse, mon alcoolémie, ma qualité de conduite, etc., je vais pouvoir aller lui poser la question. Enfin, la troisième chose, c'est des procédures opérationnelles. Alors ces procédures opérationnelles-là, elles concernent des choses importantes comme le fait d'avoir un responsable des données personnelles
dans chaque entreprise ou dans chaque organisation, elle concerne le fait d'avoir un recensement, donc un registre des données personnelles dans chaque entreprise ou dans chaque organisation. Elle consiste à notifier, on va revenir sur le sujet de la sécurité, à notifier en temps et en heure à l'autorité les failles de sécurité, c'est-à-dire que finalement des autorités de protection des données deviennent quelque part la tour de contrôle donc en matière de sécurité. Quand il y a une faille de violation, celle-ci doit impérativement leur être notifiée. Donc ça, c'est le volet, je dirais, purement juridico-juridique. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut absolument, dans les pays africains, un corpus réglementaire sur les données personnelles? C'est important, c'est critique, parce qu'il faut être offensif dans ce domaine-là. Parce que le droit aujourd'hui, ce n'est plus l'affaire de la protection de votre liberté, de la vôtre ou de la mienne. C'est aussi une affaire de guerre économique. Ah, je disais en préambule tout à l'heure que en Europe, depuis les années 70, nous avons des directives. Donc la première directive et les premières lois ont été mises en place entre les années 70 et les années 90. Nous avons le corpus réglementaire pour protéger les données. La loi sur la protection des données personnelles en France date de 78. Il aurait suffi de quelques amendements pour la mettre à jour. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un règlement européen qui a été fait? Parce que l'Europe s'est rendue compte que les données, comme le dit si bien Jean-Michel, c'est l'or noir de demain, et qu'il fallait se protéger l'exploitation, mettre en œuvre des permis d'exploration. Donc il faut bien comprendre que le règlement général européen sur la protection des données, nos lois dans les pays africains sur la protection des données sont des permis d'exploration et vont venir indiquer comment est-ce qu'on va exploiter les données. Si on ne le fait pas, au jour d'aujourd'hui, vous imaginez que des opérateurs, des pure players comme Amazon, Facebook, Apple et d'autres sont obligés de customiser leur site ou de faire des sites à part pour l'Europe. Parce que l'Europe a voulu défendre son modèle économique. Et je peux vous dire que derrière ça, il y a d'autres enjeux qu'on n'a pas le temps de développer aujourd'hui, mais il y a toute une logique de guerre économique et il ne faut surtout pas rater ce coche-là. C'est quelque chose qui est très très important. Soyons-en sensibles et comprenons bien que dans le monde du digital, le droit, ce n'est pas seulement une affaire de pur droit, mais c'est aussi une arme économique. Derrière chaque loi se trouve un revolver et il faut être du bon côté du revolver. La dernière chose... C'est une belle image. Voilà. Un peu dure, mais belle. Voilà. Donc la dernière chose, c'est la formation. Alors, en tant que juriste, je pense qu'il ne faut pas oublier, dans tout ce qu'on dit, on dit beaucoup qu'il nous faut des ingénieurs en Afrique, qu'il nous faut des personnes qualifiées. C'est très très bien, mais il faut aussi des juristes, parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes sur un projet digital, la question, c'est plus de signer un contrat, d'avoir le meilleur contrat, c'est même plus le sujet. La question, c'est les données, je vais les traiter, est-ce que je peux le faire ? Oui, je peux le faire. Comment je peux le faire? Et qui va vous apporter la réponse? C'est le juriste. Et si vous n'avez pas de juriste, vous avez un train de retard. Donc la transformation digitale, c'est quelque chose qui est formidable. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une course de fond. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a des raccourcis. Et qu'on a la possibilité de prendre ces raccourcis-là. Alors, ces raccourcis, comment est-ce qu'on peut les prendre? Par exemple, c'est tout ce qui est en matière d'accès aux données, d'être capable d'ores et déjà, parce qu'en Afrique, les systèmes d'information sont en cours de construction, d'intégrer des règles d'ordre public dans les cahiers des charges des opérateurs, dans les cahiers des charges de tous les intervenants. On dit, écoutez, quand vous mettez en place un système d'information, vous êtes obligé de prévoir les API qui vont permettre d'exporter vos données. On ne vous dit pas d'exporter vos données, on vous dit juste que nativement, ça doit être prévu pour éviter d'avoir à repasser par le chemin par lequel on passe aujourd'hui en Europe, qui est d'avoir des systèmes hétérogènes et d'être obligé de faire des lois pour permettre d'avoir de l'open data. Voilà. Merci. Pascal, vous voulez dire un dernier mot sur cette protection des données? Sur ce sujet, ce que tu as dit je dirais, est très complet et très, très proche, clairement, de ce que je crois. Pour revenir sur le premier point, c'est pas simplement, je pense, une question d'être en conformité avec une réglementation. C'est pour moi un enjeu stratégique majeur. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment la base de la confiance qu'une entreprise, ou un État, mais une entreprise a avec ses clients. C'est-à-dire que ne pas protéger correctement les données de nos clients ou de nos partenaires, c'est un enjeu majeur pour maintenir et développer cette confiance. Et on a vu le cas inverse, c'est que de grandes entreprises ayant eu des défauts de ce point de vue de la protection des données de leurs clients, subissaient des pertes
tout à fait considérable, en tout cas en termes de part de marché. Hein. Donc on a un enjeu qui est aussi stratégique et qui est éthique quelque part, de préserver cette confiance vis-à-vis de nos clients. Et l'arme économique, c'est clair qu'il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'open data, c'est très bien parce que ça permet de développer localement de nouveaux business models, créer des startups qui vont être capables, à partir de ces open data, de se développer. Pour autant, il faut faire attention à la manière, je dirais, de les diffuser. Si on y va trop vite et qu'on n'a pas les capacités locales d'en tirer la valeur, eh on la crée pour les autres. Donc, voilà. Bon, c'est ce que je voulais dire, et je voulais surtout m'excuser d'être obligé de partir précipitamment. Mais je crois que nous sommes à la fin de toute façon de cette table ronde. Je me tourne vers notre maître de cérémonie, Mouamadou. On prend une ou deux questions, on a le temps ou pas du tout? Ah, 2 questions. Allez, générosité du matin. Oui, alors bonsoir à tout le monde. Je me présente déjà, je suis Cheikh Keïta. Je suis président fondateur de OBA, Open Business Africa. C'est une entreprise qui accompagne les entreprises sur les marchés africains. Une deuxième société qui s'appelle BOI, Bridge of Innovation, qui fait des complémentarités avec les entreprises et les startups innovantes en Afrique pour aller sur le marché. La question est la suivante. Aujourd'hui, l'Afrique est un marché important, c'est un grand continent. On peut dire que l'Afrique est devenue le marché du monde et c'est l'avenir du monde. Mais il y a une problématique. On parle des data, on parle de toutes ces informations qui nous avons à gérer. Mais la problématique aujourd'hui, c'est que les États africains n'ont pas tous leur cloud dans le pays résident. C'est géré ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a des propositions concrètes sur des entreprises qui sont des spécialistes de ce domaine pour essayer de valider des choses pour que ces États puissent reprendre en main ces informations qui sont gérées ailleurs, loin d'eux, puisqu'on parle de souveraineté. La souveraineté existe quand on gère ces informations. Merci, c'était la première question. On prend la deuxième, c'est Madame au fond, voilà. Donc on prend les 2 questions de suite et après on vous laisse répondre. Oui, bonjour. Quand on parle de numérique, la chance pour l'Afrique, on parle aussi en termes de souveraineté et de gisement des minerais. Je voulais savoir comment, pour construire la durabilité de vos modèles, vous intégrez la question des droits de l'homme liée à l'extraction de ces minerais. Merci. On aura joué jusqu'au bout avec l'image. Merci beaucoup, madame. Donc 2 questions très liées à la souveraineté. Hein. Le cloud souverain, où est-ce qu'on met ces données? Elles restent en Afrique? Est-ce qu'elles peuvent aller ailleurs? Et puis effectivement, le lien très juste avec la durabilité de ces solutions et les droits de l'homme. Je pense que vous avez envie de répondre. Pardon. Alors, donc je vais peut-être répondre à la deuxième question, parce que c'est celle qui porte sur les droits de l'homme et qui on peut avoir effectivement un incident au niveau juridique. Alors, c'est très simple. Les droits de l'homme en matière de big data, c'est la protection des données personnelles. Voilà. Et comme on l'a expliqué tout à l'heure, et comme a abondé Pascal, il ne peut pas y avoir de développement digital, développement de l'économie numérique, s'il n'y a pas de protection des données personnelles, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il n'y aura pas les conditions de la confiance. Donc, par exemple, sur un site e-commerce, si effectivement le site e-commerce ne respecte pas un certain nombre de règles de sécurité ou que ce site e-commerce fait tout et n'importe quoi des données qui sont collectées, ben, il n'y aura pas de confiance, il n'y aura pas de développement. Voilà. La deuxième chose, c'est que la protection des données personnelles est indispensable si l'on veut être dans le concert des nations, si on veut être dans la course mondiale à la compétitivité dans le numérique. Et enfin, dans le domaine de l'e-administration, le respect des libertés individuelles, la protection des données personnelles est une composante essentielle, je dirais, du succès de l'e-administration. Donc on ne fera pas sans. Voilà. Pour une fois, il sera impossible d'avancer sans mettre à la fois de concert le respect des droits de l'homme et les impératifs économiques. Sur le cloud souverain, quelqu'un veut, peut-être Francis ou... La question était sur les données, où est-ce qu'elles sont hébergées? En Afrique, ailleurs? Alors, sur le cloud souverain, puisque j'ai le micro, voilà, je vais plus le lâcher. Alors, 2 mots, voilà, 2 mots sur le cloud souverain. Je dirais, la question en matière, c'est une question d'architecture. C'est-à-dire que, quelque part, où que soient vos données, même si elles sont sur des territoires nationaux, elles seront toujours accessibles si elles sont mal protégées. Donc, moi je ne suis pas informaticien, mais je vais laisser les personnes qui sont plus compétentes que moi traiter la question sur le fond. La question n'est pas de savoir si les données sont
en France, dans un pays africain ou aux États-Unis. Je crois qu'il y a eu des tentatives de création de cloud souverain en Europe. Ça a fini par capoter. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'avoir des règles de sécurité qui vont de la sécurité périmétrique à la sécurité intérieure, c'est-à-dire de la forteresse à la caméra qui permet de savoir ce que l'on fait. C'est ça le vrai sujet, à mon sens. Merci. Francis? Je rebondirai sur le point. Je crois que l'enjeu, c'est de faire en sorte de ne pas se faire voler la valeur de ces données. Alors, je suis assez d'accord que le cloud souverain, c'est pas forcément la bonne réponse. Et puis, il y a beaucoup de pays qui s'y sont essayés. Les résultats, en tout cas, sont discutables. Dont la France. Par contre, faut effectivement, dans chaque décision, avoir en tête que cette richesse, il faut la protéger. Donc ça peut être à travers la réglementation, ce qui s'est fait donc, par exemple en Europe avec la DGPR. Il s'agit aussi de s'équiper. Et là, je salue par exemple les initiatives des gouvernements sénégalais et de Côte d'Ivoire qui ont équipé donc l'éducation nationale de HPC. Alors pourquoi c'est important? Parce que les étudiants, les professeurs, les chercheurs, ils utilisent la donnée pour faire des simulations. Tant qu'on n'a pas un HPC, on envoie ces données quelque part aux universités américaines, chinoises, françaises pour analyser les données. On perd du temps, on ne sait pas ce qui se passe. Donc il y a un certain nombre de décisions stratégiques qui sont à prendre au cas par cas pour protéger cette donnée. Je crois qu'il y a aussi un certain nombre d'évidences sur la localisation de la donnée, les données bancaires, les données de télécom ou autres, pour faire en sorte, qu'en particulier les grands opérateurs comme Microsoft et autres implantent leur data center sur les territoires nationaux. Donc, Mohamed, vous voulez dire quelque chose en complément? Non, je crois que dans ce même ordre d'idées, au Maroc, nous avons la directive nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui justement protège les organismes d'importance vitale à sortir leurs données au-delà des frontières. Ça rentre dans le cadre de la protection de la donnée sensible et critique. Au Maroc, il y a aussi donc un certain nombre d'initiatives menées par les grands opérateurs, mais aussi par l'État avec certains opérateurs privés pour monter des clouds souverains. Voilà en ce qui concerne notre pays. Je crois que d'autres pays aussi frères sont sur ce même benchmark et ces mêmes initiatives. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir notre panel pour leurs réponses très précises.